Nous abordons maintenant le Cameroun. Le président camerounais Paul Biya devrait être poursuivi pour crime contre l'humanité par la communauté internationale pour sa gestion de la crise en zone anglophone, estime le principal opposant politique anglophone John Froundi. Biya devrait être accusé de crime contre l'humanité alors qu'une guerre contre les anglophones est en cours, a déclaré John Froundi, président du Parti social-démocratique Front, le Social Democratic Front, c'est en anglais. Dans les régions nord-ouest et sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone. Chris Ega, la zone anglophone du Cameroun fait partie un peu de ce qu'on peut reprocher à la gestion du pouvoir de Paul Biya. Oui, je crois que la question de ce bicéphalisme-là, politique et social qu'on observe au Cameroun a une histoire. Ouais. Et l'histoire-là peut rejoindre celle du Togo d'ailleurs si nous, on n'a pas finalement organisé ce scrutin scélérat-là qui a vu une bonne partie du Togo attaché au Ghana, ce qui est une tragédie pour le Togo. Ça, il faut le dire. La question, même le problème mérite d'être posé clairement. Même aujourd'hui, c'est une tragédie que le Togo a vécue et cette tragédie-là, je profite pour le dire, ne peut pas être laissée de cette façon-là. Ceci étant, pour parler du cas camerounais, il faut dire d'abord planter le décor pour dire que Paul Biya et son prédécesseur Amadou Ahidjo, ils n'ont pas joué le jeu parce que qu'est-ce qui prévalait quand on devait faire cette union-là? Il était dit que les deux entités devraient s'unir dans un fédéralisme. C'était ça. Mais depuis lors, à partir du moment où l'union est consommée et vécue au quotidien, ceux qui ont fait cette promesse-là ont oublié cette promesse-là et le président actuel a hérité cette réticence-là de son prédécesseur Amadou Ahidjo et puis jusqu'à présent, quand vous allez par exemple à Bamenda, etc., vous sentez qu'il y a quand même une différence du point de vue de développement et de mobilisation des ressources et de la promotion des cadres, etc. Ça se sent. Mais de quelle façon Biya gère-t-il cette crise-là aujourd'hui? Il ne faut pas qu'un jour on soit là à dire qu'il est trop tard. Parce que lorsque vous ne voulez pas un gros serpent dans votre maison, quand vous voyez un petit serpent, il faut l'étouffer. Même un œuf de serpent, vous le cassez tout de suite. Mais je crois que c'est ce que Biya ne fait pas aujourd'hui. Disant que il a une force à la taille de cette crise-là et il va de manière forte parce que ceux qui ont été déployés du côté de Boko Haram, qui ont aujourd'hui acquis une expérience en matière de combat de brousse, combat asymétrique, ils croient pouvoir déployer ces gens-là de ce côté-là pour juguler la crise. Mais quand la crise-là va s'installer dans la durée, parce que ceux-là, ils ne combattent pas avec les armes, mais ils combattent avec le cœur. Ceux qui combattent avec le cœur ont le cœur armé et c'est des gens patients, des gens féroces, des gens qui tiennent à leurs choses dans le temps parce que lorsqu'on leur prend ce bout de territoire, il leur en reste plus rien et que normalement aujourd'hui, Paul Biya doit savoir juguler cette crise-là et convoquer les Camerounais à une table de négociation pour parler de la situation en zone anglophone. Parce qu'il faut en parler aujourd'hui et non demain. En parler aujourd'hui leur permet justement de citer à la table ceux qui ont été ramassés tout simplement la dernière fois au Nigeria qui sont envoyés parce qu'ils ont dit il faut composer avec ces gens-là, ne pas bomber le torse et dire que vous, on vous a arrêté, vous êtes des rebelles, vous êtes des titres. Non. L'histoire nous a appris en temps de colonisation, lorsqu'on essayait d'en découdre avec la colonisation, que ceux qui ont été enfermés et dont on dit qu'ils étaient des agitateurs, à un moment donné, on a dû les sortir, les Blancs ont dû les sortir pour composer avec eux. Et je crois que Biya doit s'inspirer de ces exemples-là, tirer profit
de ça pour aujourd'hui mieux faire que ce qui est fait par le passé et qui a plongé partie de l'Afrique dans des guerres tragiques. Vas-y, John Fondi parle de crimes contre l'humanité perpétrés dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire dans les parties anglophones du Cameroun. Et il demande que la communauté internationale poursuive Paul Biya. Ce n'est pas une attitude qui est de nature à rassurer aussi le pouvoir central du Cameroun pour ouvrir des discussions avec ceux de la partie anglophone? Non, je crois qu'en montant ainsi le niveau du débat, John Fondi a l'intention de rappeler à la communauté internationale le drame qui se joue dans ce pays-là. C'est la barre qui est montée très haut pour dire qu'il y a un dégât qui se creuse depuis des années et que personne ne voit. La zone anglaise est devenue une zone de laisser pour compte depuis longtemps, de non-droit. On a comme l'impression qu'ils sont au Cameroun, mais on ne les considère pas comme des Camerounais dont il faut s'occuper. Et c'est ça qui crée le drame. Ils sont des laissés pour compte, on ne les regarde pas. C'est comme si ils ont, je ne sais pas, ils ont commis un crime qui fait qu'ils sont dans un bagne là-bas. On ne les regarde pas. Et depuis des années, ça a continué. Ils ont crié, ils ont organisé des choses, mais c'est comme si on ne les considère pas comme des Camerounais. C'est un drame qui est en train de se jouer là-bas. Et je crois qu'en le disant, qu'il voudrait que la communauté internationale le convoque comme crime contre l'humanité, c'est une réalité qui vient de son cœur. Parce que ce n'est pas normal. Tout à l'heure, Christ était en train de dire que la même situation aurait pu être vécue au Togo si le Togo britannique a été rattaché au Togo. Je rappelle très bien que on continue toujours de l'appeler Togo britannique. Pourquoi? Parce que ce qui a été conclu entre la SDN et le Togo à l'époque, c'était qu'il fallait gouverner pendant un moment, je crois pendant 100 ans ou bien quelque chose comme ça, et après ça doit retourner au Togo. Et si jusqu'à présent cette partie qui est toujours Togo britannique n'est pas rattachée au Togo, il faut interpeller la communauté internationale sur ce sujet-là. L'ONU, les Nations Unies doivent être interpellées sur ce sujet parce que c'est laissé en suspens, ce n'est pas rattaché entièrement et complètement au Ghana. On aurait pu vivre cette situation. Comment l'aurions-nous vécu? Point d'interrogation, je laisse ça là-bas. Et donc, la situation camerounaise aujourd'hui doit interpeller les dirigeants camerounais pour qu'ils se disent, ce n'est pas parce que ceux-là, ils sont dans une zone anglophone qu'on doit les laisser comme il y a un mot qu'on utilisait, comme des ouzous dans le terme des Nigérians. C'est-à-dire que des gens dont on ne doit pas s'approcher et qui ne doivent pas également approcher, c'est un crime contre l'humanité lorsqu'on le considère de cette façon-là. Et donc il faut que la communauté internationale soit interpellée, il faut que les Nations Unies soient interpellées sur ce drame qui se joue là-bas, pour qu'ils interviennent. C'est des hommes, c'est des êtres humains qui ont un pays, qui se réclament camerounais et que les autorités camerounaises ne considèrent pas. Depuis des années, ce n'est pas, ne date pas d'hier, depuis des années. Ni développement, l'école, je ne sais pas comment ça se produit là-bas, et les hôpitaux, c'est-à-dire c'est une zone oubliée. Et c'est un drame, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, ça interpelle la communauté internationale pour qu'elle réagisse, pour qu'on puisse trouver une solution à cette zone anglaise du Cameroun qui est, c'est un problème de cœur. Justement, Adama John, est-ce que le problème ne se situe pas aussi au niveau où on dit Cameroun français, Cameroun anglais? Est-ce que c'est pas ça le problème? Pourquoi pas Cameroun tout simplement trouver un mécanisme d'intégration, même au niveau linguistique, pour permettre que tout cela soit finalement le Cameroun? Mais tout à fait, cela vient confirmer en fait cette manière disproportionnée, indiscriminée de pouvoir considérer cette zone-là qui est carrément laissée pour compte des années, pendant plusieurs années, comme venait de le dire. Mais ce qui est important de souligner dans tout ça, là, si aujourd'hui, depuis la renaissance, du moins la dernière renaissance de cette crise-là, et vous constatez que malgré les arrestations, les intimidations que nous constatons tous les jours, disons la politique
dents de scie que fait Paul Biya dans cette zone-là. On arrête les gens, on fait des relax pour faire croire à la population que voilà, je joue à l'apaisement. Et si les gens continuent aujourd'hui pas à tenir la dragée haute à Paul Biya, ou du moins attirer l'attention des autorités du Cameroun à pouvoir prendre à bras le corps ce problème-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, cette portion-là est déterminée à aller jusqu'au bout. Et si aujourd'hui, c'est un cri de cœur lancé par ce politicien-là pour appeler la communauté internationale à pouvoir prêter, ne serait-ce qu'un regard sur la situation camerounaise. Cela devait être pris quand même comme une solution d'ultime importance. Parce que tant que la population est tant déterminée, parce qu'aujourd'hui, peu importe les arrestations, peu importe les tueries, aujourd'hui, ils sont déterminés à pouvoir en découdre pour qu'on puisse quand même considérer cette zone-là comme étant une zone à part entière ou entièrement camerounaise, qu'on ne dise pas la zone anglaise, parce que cette appellation, franchement, je ne pense pas que c'est une appellation qui puisse plaire quand même à cette population-là, parce que le Cameroun, si des entités aujourd'hui camerounaises pouvaient être considérées comme des populations entièrement à part, c'est tout à fait normal qu'on puisse quand même revoir ce problème-là et le prendre à bras le corps pour qu'on évite quand même les cartons les jours à venir. C'est vrai, aujourd'hui, Paul Biya est également, parce que je me dis que c'est une politique qui est dessinée comme ça dans les mentalités des autorités, surtout dans un pays où la démocratie bananière est toujours d'actualité, où tout est bafoué, vous n'avez aucun droit, où même les journalistes qui veulent quand même sortir la tête dans l'eau dans cette localité-là sont tout de suite opprimés. Il faudrait quand même que les politiciens ou l'ensemble de la population puissent tenir au bout pour quand même faire comprendre à Paul Biya que cette zone, soit elle est camerounaise, soit on lui donne son autonomie ou l'indépendance. C'est grâce à l'intégration qui a échoué? Oui, je crois que c'est aussi visible que ça. C'est un échec total du moment où il est installé là-bas un régime qui est proche de l'apartheid, parce que c'est quand même le développement, c'est pareil. C'est comme si ceux qui sont de la zone anglophone ne connaissent pas le même niveau de développement, le même niveau d'investissement, le même niveau de promotion des valeurs, surtout le même niveau de promotion de l'éducation, etc. Alors que le peuple n'est que ce qu'il est d'éducation. Et je crois que ce développement, c'est vrai là, si cela se passait par exemple en Afrique du Sud, c'est les Blancs qui sont installés au côté francophone, on dirait, mais c'est qu'il est clair qu'il y a une forme d'hégémonie de la partie anglophone sur la partie anglophone. Et c'est pareil dans le Togo britannique, lorsque vous allez à Accra, vous le sentez, lorsque il est difficile aux gens de s'afficher, par exemple, élevé, parce que on va vous traiter de mangeur d'haricots. Écoutez, je suis pas en train de malmener la relation entre ça, c'est des réalités que nous vivons. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs la dernière fois à cette velléité-là de contestation qu'on a constaté dans le Togoland, parce qu'il était dit, comme Basile l'a dit tantôt, qu'à un moment donné, c'est un territoire qui devait avoir accès à une large autonomie, qui devait disposer d'un gouvernement et gérer ses affaires. C'est comme cela que ça a été dit. Mais très tôt, on a introduit dans la Constitution même ghanéenne que voilà, celui qui parlera de ces sessions, il va directement à la potence. Et je crois que si d'aventure au Cameroun, on va vers des extrémismes du genre, cela n'augure pas d'un lendemain meilleur pour la nation camerounaise dans sa totalité. Mais comment ça s'explique que le Cameroun a eu la réunification? Comment ça s'explique qu'on refuse de développer la partie anglophone du territoire? Est-ce qu'il y a historiquement une explication? Il y a une explication, bien entendu, parce que vous savez déjà, il y a un certain antagonisme entre ce qui est français et ce qui est anglais. Et puis ce n'est pas la même culture, parce que la culture anglophone, vous le constatez autour de nous, avec ce qui peut se passer au Nigeria, du point de vue de l'économie, du point de vue même de l'entrepreneuriat, du dynamisme, même. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même
même culture. Ben, lorsque vous constatez que, ben voilà, ces gens-là montent des velléités et ils veulent. Et puis, quand vous par exemple le Cameroun, et la gouvernance là-bas même, c'est sur un certain équilibre. Et les Bamileke qui sont très commerçants, qui détiennent l'appareil de production au niveau du commerce, au niveau des affaires, etc. Et les gens du nord, du clan de Biya qui détiennent la réalité du pouvoir politique, et puis c'est resté comme ça. Et puis, mais ce qui est fait là-bas, c'est qu'il y a une forme d'équilibre entre ces deux communautés-là. On partage le pouvoir, on sait ce qui doit aller, le quota qui doit aller à tel et le quota qui doit rester à tel. Mais le Cameroun anglophone est exclu de ce jeu, parce que c'est comme cela que ça se fait au Cameroun. Ceux qui sont dans le commerce, comme les Bamileke, on sait ce qu'il faut leur faire, les postes qu'on doit leur donner, l'administration qu'on doit leur céder, et c'est comme ça. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'au Cameroun, on ne parle pratiquement jamais de coup d'État, de vérité, de contestation, etc. Parce que au niveau du partage des ressources, on a établi cet équilibre-là. Et vous voyez, parce que c'est un équilibre gagnant-gagnant. Mais seulement à ce jeu-là, les anglophones sont exclus. Parce que, et puis, vous savez, un ménage à trois. Ça échoue toujours. Parce que ceux qui sont du clan du président, qui tiennent l'appareil politique, ceux qui sont des Bamileke qui tiennent l'appareil... Et où est-ce qu'on va placer le troisième larron? Je crois que là, il y a toujours un problème. Oui, tout à fait. C'est ça. Je crois qu'en soulevant ce problème-là, Nimfundi a parfaitement raison, parce que c'est un problème qui est très important, pour que l'équilibre du Cameroun soit... Mais est-ce qu'il n'a pas aussi juste fait un effet d'annonce? Oui, vous savez, c'est un politicien. Oui, peut-être il a des idées politiques, et il veut intéresser des gens qui sont délaissés pour compte, pour que les gens là le regardent un peu comme celui-là qui le défend. Et surtout que le qu'il est allé à la retraite. Voilà, que le jour venu, ils puissent regarder vers lui, je crois. Mais c'est une réalité profonde à laquelle donc la communauté internationale doit faire face nécessairement. Et c'est un effet d'annonce aussi qui peut être quand même vu comme une sonnette d'alerte au niveau de la communauté, qui peut encore les réarmer à pouvoir continuer la lutte. Et pourquoi pas. La pause très courte, et puis après le Togo.